le podcast de Productive You, épisode 53. Aujourd'hui, je vous parle du non. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productive You. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productiveyou.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. J'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 53 du podcast de Productive You. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine, que vous avez pu mettre en pratique quelques-uns des trucs et astuces dont on a parlé dans les précédents épisodes pour être plus efficace au bureau. Et aujourd'hui, on va parler du non. Je pense qu'il y aura 2 épisodes sur le non. On va déjà parler de pourquoi dire non. Et dans un prochain épisode, comment dire non. Alors tout d'abord, pourquoi dire non? Nous avons seulement 168 heures par semaine dans nos agendas. Mais dans notre empressement à dire oui, nous n'admettons pas cette limitation. Nous pensons que nos heures contiennent plus de minutes que dans les réalités. Et que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, nous courons après ce temps, après ces précieuses minutes. Mais que pouvons-nous faire pour moins courir, pour rester concentrés sur notre essentiel, professionnel ou privé, pour atteindre tous nos objectifs, ou du moins nous en rapprocher un peu plus chaque jour? Une auteure américaine, ou américaine plutôt, du nom de Lisa TerKeurst, le nom est imprononçable pour moi, a écrit un livre qui s'appelle The Best Yes. Et dans ce livre, elle recommande un exercice très utile. Elle propose de commencer par énumérer les principales choses que nous faisons chaque semaine, puis d'estimer le temps que cela prend. Si notre liste et nos estimations sont exactes, il est facile de voir qu'il y a beaucoup moins de temps libre que ce qu'on pourrait l'imaginer. Mais que se passe-t-il alors si on nous propose de nouvelles activités, de nouvelles invitations, ou bien si au bureau on nous propose de travailler sur de nouveaux projets? Qu'allons-nous répondre à cela? Où allons-nous trouver ce temps? Saurons-nous dire non? La plupart d'entre nous refusent le défi de dire non, car nous ressentons le fait de dire non négativement, pas seulement dans le sens littéral du mot, mais aussi émotionnellement. On peut se sentir impoli, arrogant, égoïste ou médiocre de dire non. Mais il est important de se rappeler que les sentiments ne sont pas toujours honnêtes et ne reflètent pas toujours la réalité. Si vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de ces sentiments, de ces idées que l'on peut avoir dans un précédent podcast. Vous retrouverez les liens dans les notes de cette émission. Et je vous invite à le réécouter pour un petit rappel. En fait, il y a un oui à l'intérieur de chaque non. Il faut penser au non comme un moyen de faire des économies. Lorsque vous dites non au dîner dans un resto super tendance ou à l'achat d'une nouvelle voiture, vous dites en même temps oui à votre objectif d'épargne, à votre sécurité financière ou à un achat plus important et nécessaire que vous avez l'intention de faire quand votre bas de laine sera plein. Ce que nous devons réaliser, c'est que dire non, c'est aussi dire oui. Nous avions déjà évoqué ce sujet dans le podcast de janvier sur l'essentialisme, livre de Greg McKeown. Très justement, il rappelait que dire oui à quelque chose, c'est dire non à une autre chose et vice-versa. Il écrivait aussi l'importance du oui, non équivoque, le grand oui sans aucune hésitation. Et en cas de petit oui, il conseillait de dire un grand non. Mais pour cela, il faut être à 300% clair sur ce qui mérite notre oui. Une fois cette liste établie, cette liste de oui
il sera d'autant plus simple de dire non après un examen des opportunités aux propositions que l'on nous fera. Apprendre à dire non, c'est apprendre à surmonter les sentiments négatifs que nous pourrions ressentir et se connecter émotionnellement à tous nos oui. Quand vous dites non à des demandes supplémentaires, vous dites oui à la réalisation de vos propres projets, de vos propres objectifs en premier, qu'ils soient d'ordre personnel ou professionnel. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à dire non? Qu'est-ce qui va nous aider? Quels outils on peut mettre en place pour essayer de faire le tri entre ce qu'on va accepter et refuser? Alors tout d'abord, on pourrait reprendre la liste dont je vous ai parlé en tout début de ce podcast, cette liste des choses que l'on doit absolument faire. On pourrait identifier à l'intérieur de ces listes les choses qui ressortent comme étant pénibles, on considère que c'est du gaspillage, les choses que d'autres collègues auraient pu faire, celles qui, au final, n'étaient pas si importantes ni urgentes, comme on aurait pu vous le laisser croire. Il y a aussi ces tâches qui vous ennuient profondément, celles qui pourraient être automatisées, celles pour lesquelles vous n'aviez pas forcément toutes les compétences et pour lesquelles vous avez perdu un temps fou à glaner les informations peut-être détenues par un autre collègue. Imaginez aussi ce que vous auriez pu faire pour faire avancer vos propres projets professionnels ou personnels, plutôt que de faire avancer les projets de tout votre entourage, sauf les vôtres. Ces projets devraient être les seuls méritant un grand oui, franc et massif. Et c'est ce qui doit nous motiver à dire non plus souvent. Et ce non, ce sera donc à tout ce qui ne permet pas d'avancer vers nos objectifs. Lorsque nous sommes confrontés à des demandes ou à des exigences de notre temps, nous avons plusieurs réponses possibles, qui contiennent toutes des engagements et des conséquences implicites, et que notre réponse soit oui ou soit non. L'auteur que j'ai cité précédemment propose de se poser 4 questions pour nous aider dans notre évaluation. Tout d'abord, c'est considérer le compromis résultant de notre réponse. Pour chaque accord explicite que nous faisons, il y a toujours des dizaines d'accords implicites qui vont de pair avec eux. Ça marche un peu comme des forfaits ou des packages. Ils sont rarement tout seuls ou isolés. On pourrait dire que les choix viennent avec toute leur famille et parfois elle est très grande. Et pour prendre de bonnes décisions, que ce soit pour dire oui ou pour dire non, cela exige que nous travaillions à rendre ces accords implicites clairs afin que nous puissions les évaluer. On pourrait se demander qu'y a-t-il vraiment dans cette boîte, dans ce package? Est-ce que ce oui ne signifie pas non au dîner familial prévu de longue date? Est-ce que ce oui ne signifie pas de devoir renoncer, par exemple, au récital de chant de votre aîné? Et si vous n'allez pas à ce récital de chant, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence dans votre relation avec votre fils, si vous vous êtes engagé à aller le voir, par exemple? Nous devons être très clairs sur ces conséquences pour pouvoir estimer les impacts sur nos projets, sur notre vie de tous les jours. Comme déjà rappelé, on a toujours le choix, dans toutes les situations, mais on n'a souvent pas envie, ou pas la force, ou pas le courage d'assumer les conséquences de nos choix. On n'a pas le courage, ou la force, ou l'envie de décider pour nous-mêmes. La deuxième étape, c'est de détailler notre décision. On vient de le dire, il va y avoir tout plein d'impacts, de conséquences, à un oui, à un non. Donc là, l'idée, c'est de vraiment faire une pause, ne jamais se précipiter dans une réponse et déterminer l'enchaînement des conséquences possibles. Et en se posant ces questions. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Qu'est-ce qu'on pourra me demander de plus? Quels vont être les impacts? Si cette demande ou cette décision devait se répéter, parce qu'une fois on a dit oui et que du coup c'est parti, c'est devenu un acquis, quelles en seraient les conséquences sur le long terme? Et si la destination finale, à la fin de toutes vos questions, c'est un sentiment que vous risquez de le regretter, la seule réponse à donner, c'est non. Par ailleurs, si nous sommes pas clairs, si on n'est pas clair sur la direction que cela va prendre, sur la tournure des choses, il serait probablement plus sage de dire non là aussi. Il y a des conséquences pour presque tout ce que nous choisissons. Et cela vaut le coup de savoir quelles pourraient être les conséquences dans les deux cas, oui et non. Si on est enclin à dire oui, par exemple, il pourrait être intéressant de refaire un scénario et d'envisager les conséquences d'un non. Mais parfois on est tellement enfermé dans notre justification du oui qu'on ne fait même pas l'effort d'évaluer les conséquences qui pourraient être très favorables d'un non.
Il y a un proverbe chinois qui dit « Sans non font moins mal qu'un oui jamais tenu ». Ensuite, on pourrait examiner ce qui motive notre choix. Et nous pourrions considérer aussi ce qui nous pousse généralement à dire oui. Pourquoi disons-nous oui? Alors il y a plusieurs raisons, plusieurs motivations. La première, c'est que naturellement, on a une tendance à vouloir aider. On pourrait considérer qu'effectivement c'est une belle qualité de toujours vouloir aider, mais est-ce vraiment le cas? On peut aussi avoir envie d'être aimé. On a un besoin d'amour et par conséquent, on considère que le fait de toujours dire oui va nous procurer cet amour. On peut aussi éviter, comme cela, des conflits ou des confrontations qu'on n'a pas envie d'avoir. Voilà, pour calmer les esprits, on dit oui. On peut aussi avoir envie de se sentir ou besoin de se sentir nécessaire, et donc en disant oui, voilà, on se sent reconnu, on se sent nécessaire. On peut avoir aussi la peur de manquer, ce qu'on appelle le FOMO. On peut avoir aussi une idée totalement irréaliste de ce qu'on est capable d'accomplir dans une journée. Si on n'arrive pas à clairement évaluer le temps que vont prendre les tâches, on pourrait se dire « bah oui, ça je peux le faire, j'aurai tout à fait le temps », alors qu'en fait on l'a absolument pas. La culpabilité peut être aussi une motivation, parce que, voilà, on a été élevé d'une certaine façon, on a pris une certaine habitude qui fait que si on disait non à quelque chose, on se sentirait coupable de refuser. On pourrait aussi se sentir égoïste de refuser, se dire, voilà, ils vont croire que je pense qu'à moi, qu'à mon temps, alors qu'eux aussi ils ont beaucoup de travail. Et puis on pourrait succomber à la pression d'un manipulateur ou de manipulateurs. Et là, on va faire un petit peu de détails sur cette partie-là, parce qu'en fait on est entouré de tout un tas de gens qui, à leur façon, tentent de nous manipuler pour obtenir un oui de notre part. Et peut-être nous-mêmes, nous faisons partie de ces profils qu'on va rapidement détailler. Le premier, c'est le flatteur. Alors, que ce soit une amie qui vous dit combien vous êtes intelligent, ou combien elle a apprécié votre aide sur un projet, sur lequel vous avez travaillé ensemble très dur, ou une maman à l'école qui insiste sur le fait que pour le prochain goûter de la classe, il faut absolument que vous fassiez vos magnifiques petits gâteaux, parce que les élèves sinon seront atrocement déçus, le flatteur joue sur votre vanité en vous faisant vous sentir indispensable. Donc dans la réalité, comment ça se passe? Alors si vous voulez aider, que cela vous donne vraiment du plaisir, très bien. Mais dites-vous quand même que personne n'est irremplaçable. À moins que vous soyez vraiment neurochirurgien, par exemple, et qu'effectivement votre compétence soit absolument nécessaire, il y a quand même de très fortes chances que la même chose puisse être réalisée par une autre personne. Peut-être pas avec votre brio, parce que peut-être qu'effectivement vos petits gâteaux c'est une tuerie, mais ça pourra très bien se faire et la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si vous ne le faites pas. L'antidote à ça, pour un peu contrecarrer le flatteur, c'est d'user aussi de flatterie, parce que la flatterie, ça s'exerce dans les deux sens. Et au lieu de céder, pourquoi ne pas lui renvoyer la balle en soulignant auprès de votre interlocuteur que lui aussi a merveilleusement bien réussi sa dernière présentation sur ce client si difficile, et qu'il va très probablement faire des merveilles aussi avec cette nouvelle présentation. Et hop, le tour est joué. Deuxième profil, le culpabilisateur. Alors que ce soit votre maman qui vous rabat les oreilles parce qu'elle ne vous entend pas assez, bien que vous l'appeliez 3 fois par semaine, ou votre ami qui se lamente que vous ne passiez pas assez de temps avec elle, et en tout cas moins qu'avec les autres, voilà, on a des gens comme ça qui nous culpabilisent dans notre entourage. Là, il faut prendre du recul. Et essayer de se mettre à la place de la personne qui se plaint. On peut même demander le regard extérieur d'un ami ou d'un proche, ou d'un collègue, pour voir si effectivement vous n'êtes pas suffisamment présent, ce qu'il en pense lui aussi. Et puis il faut se dire que pour certaines personnes, ce n'est jamais assez. On n'arrive pas à les satisfaire quoi qu'on fasse, donc au bout d'un moment, il faut arrêter d'essayer. Ça sert à rien de se prendre la tête à chaque fois que votre maman vous appelle, ou que vous voyez votre ami. Mais plutôt, essayez d'interrompre la conversation pour éviter des énervements et des paroles inconsidérées. Dites que vous rappellerez,
Ou bien dites à votre amie que vous faites du votre mieux et qu'elle devra s'en contenter. Troisième profil, le saboteur. Le saboteur, c'est cet ami qui vous veut du bien. Vous vous êtes engagé dans un régime, ou vous vous êtes engagé à arrêter de fumer, par exemple, mais à chaque fois que vous sortez avec une de vos amies, elle essaie de vous commander un dessert. Mais juste cette fois, ou c'est la même chose pour la cigarette, juste une petite clope, ça peut pas te faire de mal, c'est juste une, tu vas pas rechuter pour ça. Ou alors, on est venu dans ce magnifique restaurant, vraiment, tu peux pas partir sans essayer ce fameux dessert. En fait, le saboteur, il essaie de valider ses propres choix en vous influençant pour que vous vous comportiez comme lui ou comme elle. Et là, il va falloir que vous repreniez le lead et que vous vous positionnez en leader de votre vie et non pas en suiveur. Et on peut faire un peu un exercice de visualisation dans ce cas-là et imaginer par exemple notre rage en voyant le chiffre de la balance repencher du mauvais côté. Dire non, ce n'est pas être égoïste, mais c'est se respecter, c'est avoir du respect pour soi-même. Vous devez donc rester ferme sur vos positions pour ce qui est bon pour vous. Donc il faut tenir ferme et on peut essayer de rediriger la conversation. On n'a pas besoin d'excuses ou de justifications compliquées pour refuser de prendre un dessert. Par exemple, je te remercie, un petit café ça sera parfait, et on redirige la conversation. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as prévu, toi, pour ce week-end? Et voilà, on a repoussé le sujet et on oublie le fameux gâteau, si tentant soit-il. Quatrième profil, le pleurnicheur. Chaque fois que votre collègue reçoit une tâche difficile, elle commence à se lamenter sur l'injustice que c'est, et parce qu'elle vous dit que c'est toujours elle qui obtient les sujets les plus difficiles. Et elle va continuer à se plaindre jusqu'à ce que vous proposiez votre aide, lassée de ces jérémiades. Même si c'est vrai que le patron lui donne toujours les tâches les plus complexes, ça n'a rien à voir avec vous. C'est un problème entre votre collègue et votre patron. Donc là, il va falloir essayer de lui couper l'herbe sur le pied. Et avant même qu'elle arrive pour se plaindre, ou dès qu'elle commence, peut-être qu'on pourra lui dire que effectivement, vous avez remarqué, vous aussi, que le chef s'adresse plutôt à elle qu'à vous pour les choses difficiles, et il faudrait lui proposer qu'elle ait un entretien avec ce fameux chef, plutôt qu'à se plaindre avec vous, pour obtenir des explications sur son comportement. Profil suivant, l'intimidateur. Alors en fait, l'intimidation chez les adultes est plus commune qu'on pourrait le penser. Il y a eu une étude réalisée en 2007 auprès de 8000 adultes qui travaillent et on a constaté que 37% d'entre eux sont victimes d'intimidation, qui peut prendre de nombreuses formes, mais pratiquement toujours cet intimidateur utilise la colère et un comportement intimidant pour amener sa victime à faire ce qu'il demande. Comment est-ce qu'on peut réagir? Déjà, on peut se dire que quoi que ce soit qu'on ait fait ou pas fait sur le lieu de travail ou même ailleurs, personne ne mérite d'être traité irrespectueusement ou d'une manière menaçante. Et comment on doit réagir? Alors, l'intimidateur, lui, il veut vraiment se glisser sur votre peau pour vous terroriser, donc il faut vraiment lui montrer que ça n'est pas possible. Il faut surtout pas répondre par la colère, parce qu'il se nourrit d'émotions négatives. Il ne faut pas donc se laisser intimider et venir à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il faut vraiment garder un calme olympien avec ces personnes, même si c'est pas forcément facile. Rester factuel et dire par exemple que vous n'acceptez pas d'être traité de cette façon. Proposer à la personne de revenir quand elle sera calmée. Et puis dire clairement que voilà, moi je suis droit dans mes bottes, je n'ai pas envie d'en parler plus long. Cette intimidation, elle peut prendre aussi des aspects qui ne vont pas être forcément de la colère, mais ça peut jouer sur les sentiments. Moi, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'avoir un patron qui avait tendance à essayer un petit peu de manipuler les gens autour de lui pour faire des choses que lui n'avait pas envie de faire, même si c'était son boulot. Et à plusieurs reprises, alors que je lui disais très respectueusement que mon temps était compté, que malheureusement je ne pouvais pas prendre d'autres dossiers en charge, à plusieurs reprises il s'est un petit peu quand même énervé et m'a carrément balancé à la figure que, étant une maman divorcée avec 2 enfants à charge, je ne pouvais pas me permettre de me mettre dans une position délicate
et potentiellement peut-être même de perdre mon travail si je refusais de faire telle et telle chose. Voilà, donc ça peut être parfois vraiment très vicieux, puisque là, faire appel, quand tu es une maman divorcée, au sentimentalisme avec les petits-enfants, etc., c'est vraiment vicieux, mais dans le monde du travail, comme ailleurs d'ailleurs, ça existe, il faut vraiment y prêter garde. Pour revenir à notre sujet de base, donc le nom, donc maintenant on a identifié un peu ces profils qui vont essayer de nous faire changer d'avis, en étant ferme sur nos positions, en reconnaissant qu'on n'a pas des milliers d'heures chaque semaine, que la vie elle est vraiment courte pour s'encombrer avec des fausses perceptions, avec des attentes irréalistes, on va réduire en fait, si on accepte tout ça, la seule chose dont on manque déjà, qui est le temps. Donc il faut vraiment trouver le moyen et le courage de dire non, sans se mettre à dos nos interlocuteurs. Il y a aussi d'autres choses que les personnes qui peuvent nous manger notre temps et auxquelles il faudra apprendre à dire non. Les réunions, par exemple, surtout si elles ont été mal ciblées, mal préparées. Vous pouvez reprendre la série de podcasts sur les réunions que j'ai fait en janvier-février pour savoir comment s'en passer, et si ce n'est pas possible, comment tirer le meilleur parti. Mais ça peut être aussi des événements pseudo-professionnels qui vont venir empiéter sur notre temps personnel et familial, pour un résultat professionnel qui risque d'être décevant, mais un risque familial important. J'ai trouvé un article extrêmement intéressant d'un grand homme américain qui s'appelle Seth Godin. C'est un article qui date de mars 2016, je mettrai bien évidemment les liens, donc c'est un article en anglais dont je vous ai fait une traduction le plus fidèle possible, et donc c'est un tout petit article, donc je l'ai traduit, et puis il dit, donc ça s'appelle « À propos du nom ». Si vous n'en êtes pas fier, ne le servez pas. Si vous ne pouvez pas faire un bon travail, ne l'acceptez pas. Si cela va vous distraire de ce qui compte vraiment, passez votre chemin. Si vous ne savez pas pourquoi ils veulent que vous le fassiez, demandez. Si vous avez besoin de le cacher à votre maman, reconsidérez. Si cela vous profite mais pas aux gens que vous aimez, refusez. Si cela va dans le sens du vent, ça ne suffit pas. Si cela crée une habitude qui vous coûtera cher sur le long terme, ne commencez pas. Si cela ne vous avance pas, hésitez, puis faites marche arrière. Le court terme semble toujours urgent, et c'est le moment où le compromis semble approprié. Mais sur le long terme, on se souvient des bons non. D'autre part, il y a un impératif à dire oui. Dites oui et construisez quelque chose qui compte. Ce sera donc le mot de la fin de ce podcast du jour. Et donc la semaine prochaine, on va voir comment on va pouvoir dire non, pourquoi on va dire non, à quoi ça va servir, et surtout comment dire non pour que on ne se mette pas donc nos entourages à dos, sans que l'on passe son temps à se justifier, contre-justifier, etc., que ça nous prenne trop de temps, et que ce soit vraiment quelque chose qui soit respectueux, qui soit assertif, c'est-à-dire qui soit vraiment factuel, qui propose des options, qui montre des avantages aussi à nos interlocuteurs. Voilà sur cette première partie de podcast sur le nom, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve donc pour le prochain épisode, donc sur le nom, la suite du nom. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast bien autour de vous, si vous pensez qu'il y a un intérêt pour vos collègues, amis, famille et autres. Vous savez que c'est un excellent moyen de faire de la publicité, en mettant une note sur iTunes par exemple. Voilà, donc cet épisode du jour est terminé, je vous souhaite une excellente semaine, et puis surtout, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce podcast dans les notes. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bye bye.